présenter, donc effectivement, je suis directrice de l'inspection du logement depuis presque 3 ans. Auparavant, en début de carrière, donc j'ai été juriste à la DIRL pendant un peu plus de 5 ans. Et puis après avoir fait diverses choses, j'ai retrouvé un de mes premiers amours et avec beaucoup de bonheur. Donc l'inspection du logement fait partie de Bruxelles Logement. Bruxelles Logement est une des administrations qui composent le service public régional de Bruxelles, donc qui était anciennement le ministère de la région de Bruxelles-Capitale. Donc nous faisons partie intégrante du service public. Hop. Alors maintenant, je rentre un peu dans le fonctionnement de l'inspection régionale. Donc, la DIRL, elle a été créée en 2004, donc dans la foulée de l'adoption du Code bruxellois du logement. Et une nouvelle mission s'est adjointe à notre compétence historique de contrôle de la conformité des logements. Cette nouvelle compétence, depuis 2019, c'est la lutte contre les discriminations au logement, donc Barbara en a parlé. Donc actuellement, il y a 48 agents à la DIRL. Donc, parmi ceux-ci, donc, il y a 3 cellules d'enquête, anciennement 2, mais on vient de passer à 3 sous l'effet du pull, on va dire. Donc voilà, vous voyez le détail, il y a actuellement 14 inspecteurs, dont 2 inspecteurs qui sont affectés à la cellule recherche. Alors, justement, on a aussi un petit peu parlé. Donc, une de nos ambitions, c'est d'augmenter les visites d'initiative, la recherche des insalubrités graves et le contrôle des interdictions à la location. Et donc, dans cette optique-là, notre ambition, c'est à terme de passer à 4 cellules d'enquête lorsque nous aurons recruté l'ensemble des dispositifs, et que parmi ces cellules d'enquête, il y ait une cellule recherche qui vise justement non pas à traiter les dossiers de plaintes qui arrivent traditionnellement, mais à constituer ses propres dossiers sur base de différents indices. Nous avons aussi une cellule juridique qui assure le suivi des auditions et des amendes, une cellule administrative, tout ce qui est accueil du public, constitution des dossiers, envoi des courriers, une cellule comptable pour assurer le recouvrement des amendes et le paiement des allocations, puisqu'il y a certaines allocations, j'y reviendrai après, qui sont payées par la DIRL. Une cellule sociale, donc composée entre autres de 6 assistantes sociales, s'occupe de tout ce qui est relogement et du suivi des locataires après une interdiction à la location. Et il y a aussi une cellule antidiscrimination donc, qui a été constituée dans le courant de l'année passée, constituée de 3 personnes pour réaliser cette mission de lutte contre les discriminations. On s'en occupait déjà avant, mais depuis 2019, mais on le faisait sur base des effectifs existants avec des temps partiels à gauche, à droite, mais maintenant on a vraiment 3 personnes qui sont dédiées à cela. Alors, je vais passer d'abord en revue nos 2 missions principales et puis après parler du PUL et des projets. Donc, cette première mission, c'est la compétence historique de contrôle des exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements. C'est pour ça que généralement la DIRL est connue. Donc, nous intervenons sur tous les logements mis en location, donc uniquement mis en location dans le cadre d'un bail, mais ça peut être un bail verbal, qui sont situés sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale et qu'ils soient privés ou publics. Donc, on s'intéresse aussi aux logements communaux, des CISP, enfin, des logements sociaux, des logements AIS, enfin, tout type de logements publics. On intervient essentiellement dans le cadre des plaintes, mais je vais venir après sur les chiffres. Donc la plainte est le mode de constitution principal d'un dossier. Je vais déjà passer à la suivante d'ailleurs. Donc là, vous voyez que, par exemple, en 2021, nous avons atteint quasiment 600 plaintes introduites durant l'année. Nous intervenons aussi dans le cadre des attestations de contrôle de conformité. Donc ça, c'est une procédure spécifique prévue par le Code du logement dans le cas où il y a une interdiction à la location et où le bailleur a réalisé tous les travaux et souhaite remettre le logement sur le marché locatif. Là, on traite aussi ces demandes et il y a un contrôle systématique qui est réalisé. Les visites d'initiative, donc j'en ai un petit peu parlé, c'est le travail de la cellule recherche notamment. Donc les visites d'initiative, c'est un dossier que nous créons nous-mêmes sur base de divers indices. Donc classiquement, ça peut être, par exemple, on va visiter un logement dans le cadre d'une plainte.
à un étage d'un immeuble, on constate que c'est une catastrophe, on se dit qu'il faut s'intéresser à l'ensemble des logements d'un même immeuble, et donc là, on ouvre des dossiers d'initiative pour le tout, on cherche qui sont les locataires et on visite l'ensemble. Ça peut aussi être des signalements qui viennent de la police, des agents de quartier, ça peut être des signalements des associations, enfin bon, même si là on essaie de privilégier de la plainte, enfin c'est différents signalements qui peuvent venir de différentes sources et qu'on analyse et sur base desquels on crée des dossiers. Donc là, notamment en 2021, il y a eu un coup d'accélérateur parce que justement, on a décidé de consacrer les moyens à cela et de consacrer 2 inspecteurs à la réalisation de ces contrôles. Alors, les avertissements de non-conformité, donc ça, c'est une procédure qui fait suite à une demande d'allocation de relogement introduite par un locataire auprès de la direction allocation loyer et logement inoccupé de la région. Donc, lorsqu'une personne fait une demande d'allocation de relogement, il y a un contrôle de l'ancien logement, du nouveau logement. Et dans ce cadre-là, les inspecteurs d'une autre direction de Bruxelles Logement peuvent constater la non-conformité de l'habitation et nous transmettre le dossier. Donc, c'est ce qu'on appelle les avertissements de non-conformité qui ont connu un effet de rattrapage certain en 2021. Le label logement étudiant, ça c'est une procédure qui est introduite volontairement de la part des bailleurs de logements étudiants qui souhaitent en fait de façon facultative faire labelliser et attester de la conformité de leur logement. Bon, on reste avec des valeurs assez faibles d'une année sur l'autre. Souvent, ce sont des demandes groupées, un bailleur qui demande des attestations pour 60 ou pour 30 logements. Et donc, c'est ce qui explique des fortes disparités d'une année sur l'autre. On intervient aussi à la demande du parquet ou de la police pour quelques opérations par an. Et alors, dans le cadre du droit de gestion publique, nous avons aussi réalisé des visites à la demande d'opérateurs publics. Mais donc, ces demandes-là, maintenant, vont être prises par une autre direction de Bruxelles Logement parce qu'il y a la constitution d'une cellule qui va s'occuper spécifiquement des droits de gestion publique. Donc voilà, vous voyez les chiffres en tout cas. Et donc là, l'effet Covid est assez marquant puisque on est revenu en 2021 à des valeurs standards, mais dans les plaintes ont atteint un niveau record depuis 2010. Donc, il y a une très forte augmentation des plaintes, ce qui explique un délai de visite qui est assez long pour le moment. On est plus ou moins, il faut 2 mois et demi à 3 mois entre l'introduction d'une plainte et la visite d'un logement. Et alors, cette augmentation du nombre de plaintes s'explique aussi par le fait que depuis la rentrée de septembre, nous avons un formulaire en ligne pour introduire la plainte, ce qui probablement génère un certain attrait. Alors, les bases légales et réglementaires, vous les retrouverez dans le PowerPoint. Il y a donc les normes. La base, c'est le Code bruxellois du logement, pour tout ce qui est procédure essentiellement. Et puis, les normes sont décrites dans 2 arrêtés. Un arrêté généraliste, celui du 4 septembre 2003, et puis un arrêté qui concerne les détecteurs de fumée, qui est de 2004. Mais voilà, vous retrouverez les références par la suite. Alors, comment ça se passe? Voilà le schéma de procédure classique. Donc ça, on est dans le cadre d'une plainte, par exemple, ou dans le cadre d'une visite d'initiative. On réalise une première visite du logement, et là, c'est la fameuse logique binaire de la DIRL qui s'applique, c'est-à-dire soit le logement est conforme, tout va bien, c'est très rare, ça représente un très faible pourcentage de dossiers, et donc on atteste de la conformité du logement. Si le logement n'est pas conforme, il faut alors peser quelle est la gravité de la situation. Soit on estime qu'il y a un péril pour la santé et la sécurité des occupants, et dans ce cas-là, on prononce une interdiction immédiate à la location qui est quasiment systématiquement, toujours accompagnée d'une estimation d'amende. Les amendes administratives, elles s'échelonnent entre 2 000 et 25 000 euros, mais elle n'est pas imposée avant audition. Donc d'abord, on envoie une estimation d'amende, le bailleur est entendu, il fait valoir ses arguments, et ce n'est qu'après avoir entendu ses arguments qu'une amende lui est éventuellement infligée, mais elle peut être annulée ou réduite. Donc ça, c'est pour l'interdiction immédiate à la location. Immédiate ne veut pas dire que les locataires partent tout de suite, mais ça, je vais peut-être y revenir après. Si on constate qu'il n'y a pas de péril imminent, on prononce une mise en demeure de mettre le logement en conformité. Donc, dans un délai de 12 mois, le bailleur doit avoir réalisé toute une série de travaux qu'on lui indique. Il a la possibilité de demander une prolongation
s'il fait valoir des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Et on peut lui imposer une amende administrative. Ça dépendra un petit peu de la nature et de la quantité de défauts qui sont constatés. À chaque défaut correspond un montant. Et en fonction du montant de l'amende, dès que ça dépasse 2 000 €, une estimation d'amende est envoyée et une audition est organisée. À l'issue du délai de mise en demeure, donc après 12 mois ou 24 mois, on réalise une visite de contrôle du logement pour voir si les travaux ont été faits. S'ils ont été faits, encore une fois, tout va bien, le logement est déclaré conforme et la procédure s'arrête. Si l'intégralité des travaux n'ont pas été faits, on prononce une interdiction à la location. Bon, de façon pratique, quand il s'agit de travaux mineurs qui peuvent être faits rapidement, on laisse un tout petit délai. Mais sinon, la règle veut qu'on interdise à la location. Et alors, on a aussi la possibilité de réputer un logement conforme. Donc ça, c'est un logement qui n'est pas tout à fait conforme, mais qui, dans la mise en conformité, nécessiterait des travaux disproportionnés par rapport au but à atteindre et au bien-être des locataires. Donc, par exemple, il manque quelques centimètres de hauteur sous plafond, ou voilà, il y a un escalier qui n'est pas tout à fait adéquat ou tout à fait empruntable, mais bon, on estime que ce serait trop compliqué de mettre ça en conformité. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais passer aux normes, mais j'ai beaucoup de photos, donc je vais aller assez vite. Voilà, donc en matière de sécurité, donc ça, voilà, vous allez voir un peu quelques photos extraites de notre galerie des horreurs. Donc, ici, on a des photos de problèmes de stabilité, donc on s'intéresse à toute l'enveloppe du bâtiment, on regarde s'il y a notamment des risques de chute d'éléments, par exemple, aussi bien en façade avant, en façade arrière, dans le logement, etc. Alors, les installations électriques de gaz et de chauffage sont évidemment contrôlées également. Donc, l'humidité, en ce qui concerne l'humidité, donc là, nous intervenons pour sanctionner, nous intervenons en cas d'humidité, d'infiltration par la toiture, par exemple, ou par la façade, et en cas d'humidité ascensionnelle, donc par remontée capillaire dans les murs. Par contre, pour tout ce qui est humidité de condensation purement locative, nous n'intervenons pas, enfin, on le mentionne en remarque comme un défaut d'occupation, mais en tout cas, ce n'est pas sanctionné dans le chef du bailleur. Alors, nous intervenons aussi pour, voilà, désolé pour les âmes sensibles, donc nous intervenons aussi lorsqu'il y a des parasites dans le logement, des contaminations fongiques, la mérule, des souris, des rats, des pigeons aussi. L'éclairage naturel, donc lorsque la dimension des surfaces vitrées des fenêtres est insuffisante dans certaines pièces, donc les pièces de vie, les chambres et le séjour, nous sanctionnons également. Voilà, la ventilation doit être adéquate, soit par une fenêtre, enfin bon, tout ça c'est décrit dans les normes, hein, donc soit par une fenêtre, soit par des ventilations forcées électriques. Donc, l'état des châssis de fenêtres est également contrôlé. Là, on est passé dans l'exigence de salubrité. Alors, nous intervenons aussi pour vérifier tout ce qui est égout et évacuation des eaux. Donc voilà, ici par exemple, une corniche encombrée par des détritus ne permet pas à l'eau de s'écouler librement, ou lorsque les eaux ne sont pas mises à l'égout de façon correcte, c'est également un motif de non-conformité. Alors en matière de surface minimale, donc là, oui, je vais y revenir par la suite. Donc on contrôle si la surface du logement est suffisante par rapport au nombre d'occupants au début du bail. Donc ça, c'est important. Donc ça ne doit pas être une surpopulation qui est intervenue par la suite en cours de bail. Et alors on contrôle aussi la hauteur sous plafond qui, suivant l'affectation des pièces, doit être de minimum 2,10 m à 2,30 m. Et donc, voilà, ici les hauteurs sous plafond qui sont montrées sur les photos sont clairement insuffisantes. S'il s'agit de quelques centimètres, voilà, ça peut être considéré comme un logement réputé conforme, justement, comme je le disais tout à l'heure.
Alors, on vérifie la sécurité et la circulation dans les couloirs et les escaliers. Donc ici, vous avez l'accès, donc cette échelle de meunier mène au logement. Donc c'est ça l'entrée du logement. Alors, vous avez une photo par le dessous et par le dessus. Donc, en fait, on voit que cet escalier mène à une trappe posée à l'horizontale. Donc ça, c'est pas considéré comme une entrée confort, mais comme une circulation adéquate pour accéder au logement. Ici, vous avez une autre situation. Donc, vous voyez l'entrée du logement. Et alors là, donc, après être entré dans le logement, donc, il faut tout de suite baisser la tête très rapidement pour ne pas heurter la poutre qui est juste face à l'entrée. Alors, on vérifie que le logement dispose d'un point d'eau froide et d'eau chaude, donc le point d'eau potable privatif et un point de puisage d'eau chaude sanitaire. Et le logement doit aussi disposer d'un WC. On vérifie que dans chaque pièce, il y a bien un point lumineux, donc une applique ou un plafonnier qui a un interrupteur pour actionner la lumière, qu'il y a une prise électrique dans chaque local habitable. Et pour l'ensemble du logement, il faut une prise qui permette de raccorder un électroménager lourd. Le compteur électrique doit être individualisé pour chaque logement. Il doit être accessible en permanence. On vérifie également qu'il existe des moyens de chauffage. Là, c'est dans quasiment toutes les pièces. Hein, donc il y a juste la chambre à coucher pour laquelle il existe une dispense. Et alors, ça peut être soit, pour le moment, donc les normes prévoient que ça peut être soit un équipement complet de chauffage, soit un pré-équipement, donc qui est en tout cas au moins soit une installation électrique de puissance suffisante, soit une arrivée de gaz et une évacuation possible pour le placement d'un correcteur. Et ça fait partie des normes que nous aimerions changer parce qu'on estime qu'elles ne sont plus adaptées à la situation de 2022. Alors, il faut également un pré-équipement de cuisson, donc là aussi, soit une installation électrique de puissance suffisante qui permette de placer une cuisinière électrique, soit une arrivée de gaz pour pouvoir placer une cuisinière. Donc, pas fonctionner avec des bonbonnes, ce qui peut être dangereux. Une sonnette individuelle par logement, ça c'est aussi prévu par le code, enfin par les normes du code. Les détecteurs de fumée doivent être placés dans chaque pièce qui forme le chemin d'évacuation du logement. Donc un logement, en fait le chemin d'évacuation, ce sont l'ensemble des pièces qu'il faut traverser pour aller de la chambre jusqu'à la porte d'entrée du logement. Donc un détecteur dans chaque pièce et la baignoire ou la douche est obligatoire pour les logements de plus de 28 mètres carrés. Ça, c'est une exigence qui existe depuis 2010. Alors maintenant que j'ai passé en revue l'ensemble des défauts, voici un peu l'ordre dans lequel ces défauts apparaissent de la façon la plus récurrente. Alors ici, donc, ce sont les résultats pour 2021. D'une année sur l'autre, le quintet de tête change assez peu. Donc, on retrouve toujours la sécurité des installations électriques, les problèmes d'éclairage, ventilation, châssis. La sécurité de gaz recule dans le classement. Donc ça, on a eu quand même pas mal d'années où la sécurité des installations de gaz arrivait en premier. C'est vrai qu'on a l'impression qu'au fil des années, ce point-là s'améliore parce qu'il y a de plus en plus de logements qui sont équipés du chauffage central avec des cuisines avec des chaudières étanches. Donc, on retrouve moins de convecteurs à gaz et moins d'installations de type B, donc qui posent les plus gros problèmes de risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc là, il y a probablement une évolution positive, mais il faudra un peu voir si cette tendance se confirme au fil des années. L'humidité apparaît aussi largement dans les défauts les plus fréquents, et alors les problèmes de stabilité au sens large. Donc là, vous voyez que tout à la fin, donc tout à droite, les problèmes de surface minimale sont vraiment réduits. Donc c'est à peu près 1% des dossiers dans lesquels il y a un problème de surface. D'une part, comme je le disais, ça s'explique par le fait que c'est au début du bail qu'on doit apprécier si
le nombre de logements, la surface du logement est adéquate par rapport au nombre d'occupants, mais c'est aussi que les normes sont quand même relativement basses. Et donc qu'il est assez facile, relativement facile de satisfaire à ces exigences. Alors là, vous avez l'évolution du nombre de plaintes. Donc, comme je le disais, le nombre de plaintes en 2021, il a atteint quasiment la valeur record de 2010. Et alors, le nombre d'enquêtes, lui aussi, est relativement élevé en 2021. Et alors là aussi, on voit bien qu'il y a eu le creux du Covid entre-temps. Je vois qu'il y a une discussion, une conversation, mais j'imagine qu'on prend toutes les questions à la fin. Oui, Sophie, on prendra les questions à la fin. Oui, rassure-toi. Donc voilà, il faut compter qu'à peu près un inspecteur fait en grosso modo une centaine de nouveaux dossiers par an, une centaine d'enquêtes. Voilà, ça varie fort d'un inspecteur à l'autre. Pour la cellule recherche, comme il y a tout un travail de recherche préalable, c'est généralement moins. Alors ici, vous avez donc les décisions qui sont prononcées. Et alors, donc, en 2021 aussi, après l'effet Covid, on est revenu à des valeurs relativement normales, même si on n'est pas encore au niveau du pic de 2010-2011. Et pareil pour les interdictions à la location. Les interdictions à la location, elles sont un peu en recul. Donc là, ça aussi, c'est un peu difficile de savoir pourquoi. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a aussi, du fait de la crise du Covid, on a accumulé un certain retard dans les visites. Et donc, comme je le disais, on atteint parfois 3 mois entre la plainte et la visite. Et entre 3 mois, il se passe pas mal de choses. Le locataire peut quitter le logement devient vide entre-temps. Il y a des travaux qui sont réalisés, donc le locataire ne souhaite plus qu'on intervienne. Donc voilà, il peut se passer pas mal de choses qui expliquent que finalement, quand on intervient, il n'y a pas forcément autant de mise en demeure et d'interdictions qui sont prononcées qu'avant. Alors ici, c'est une carte qui représente donc les interdictions à la location. Et donc, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est de voir qu'il y a quand même que les interdictions à la location sont quand même relativement concentrées dans les quartiers les plus denses et aussi avec des indices socio-économiques assez faibles, donc ce qu'on appelle le croissant pauvre de la région. Mais voilà, on trouve des interdictions à la location à peu près sur tout le territoire et sur tous les quartiers. Alors ici, je vais passer assez vite. Donc ici, voilà, ça c'est l'exemple d'une mise en demeure. Donc je vais vous montrer l'exemple d'une mise en demeure et puis d'une interdiction immédiate à la location. Donc les mises en demeure, voilà, ce sont des logements qui sont globalement corrects, dans un état, voilà, il y a des petits défauts pour les installations de gaz, les installations électriques, mais on reste quand même dans quelque chose d'assez habitable, si ce n'est qu'il peut y avoir un problème d'humidité. Alors, l'humidité, ce qu'on regarde aussi, c'est on essaie de voir si c'est localisé dans une pièce et si le locataire a la possibilité de se retrancher, n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas d'occuper d'autres espaces de son logement de façon satisfaisante. Dans ce cas-là, on va peut-être plutôt opter pour la mise en demeure. Si on voit que l'humidité est généralisée dans tout le logement et que vraiment le locataire n'a pas d'autre choix que de subir cette humidité, alors là, ce sera plutôt une interdiction immédiate. Donc ici, vous voyez que le corps de cheminée était quand même, enfin le plafonnage était quand même assez attaqué par l'humidité. Donc là, on a prononcé une mise en demeure et donc on voit le résultat après travaux. Voilà, les bailleurs font généralement le nécessaire. Alors ici, c'est un cas plus problématique. Là, c'est vraiment l'interdiction immédiate à la location. Là, c'est la cave. Donc, un logement en sous-sol, enterré. Et alors là, généralement, c'est la multiplication des défauts, problème d'éclairage naturel, l'humidité, oui, dans ces logements en sous-sol, généralement, l'humidité ascensionnelle est toujours présente, de façon plus ou moins contenue. Donc ici, ça a quand même occasionné pas mal de dégâts. On voit qu'il y a la présence de rongeurs. Voilà, et que les installations du logement, globalement, sont assez mauvaises.
Une autre interdiction immédiate ici. Donc voilà, pas de possibilité de ventiler, des installations électriques qui sont plus anciennes. Et alors, voilà, c'est là qu'on a des petits logements et alors des sanitaires qui ne sont pas adéquats. Voilà. Donc la présence de bonbonnes de gaz, et évidemment, il faut un raccordement au gaz de ville. Enfin, non, pas gaz de ville, il faut un raccordement au gaz. Là, les installations sanitaires, ici, on voit que c'est assez rudimentaire. Voilà, je passe un petit peu vite, mais les installations électriques aussi nécessiteraient d'être revues. Là, on voit que ça a carrément commencé à brûler. Et alors ça, quand il y a des escaliers d'accès qui présentent ce type de danger, voilà, on le signale également. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un logement est interdit à la location? Donc, le locataire ne part pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de solution sous la main tout de suite. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un transmis social. Donc, l'inspecteur qui a visité le logement prépare un résumé, une fiche technique dans laquelle il va résumer les éléments du dossier pour l'assistante sociale qui va prendre en charge le dossier. Et puis, une assistante sociale va être désignée pour accompagner le locataire dans ses démarches de relogement. Donc, jusqu'il y a peu, donc on comptait 3 assistantes sociales à la DIRL, ce qui faisait que voilà, il y avait un goulot d'étranglement au niveau des assistantes sociales. Elles ne pouvaient pas prendre en charge tous les dossiers. Et donc, on ne prenait en considération que les dossiers d'interdiction immédiate à la location. Maintenant, il y a 6 assistantes sociales et donc assez vite, on a pu prendre en charge tout l'arriéré et maintenant, une assistante sociale est désignée pour toutes les interdictions à la location. Donc, elles font une première visite du logement, donc elles se déplacent chez le locataire pour voir ses conditions de vie, elles examinent sa situation familiale, ses ressources financières et puis l'assistante sociale va voir un petit peu vers quoi on peut orienter vers quelle solution de relogement on peut orienter ce locataire. Est-ce qu'il est déjà inscrit auprès d'une SIS? Dans le cas échéant, on l'inscrit s'il ne l'est pas. Donc, il y a la possibilité de lui attribuer 5 titres de priorité pour un logement social, ce qui peut donner un coup de pouce, mais il faut déjà être assez haut, évidemment, dans la liste d'attente pour que ça ait vraiment un effet et que ça conduise à une attribution d'un logement social à terme rapproché. On regarde aussi les pistes en AIS et puis dans le logement privé. Alors, le logement privé, ça reste l'immense majorité des cas de relogement. Donc, on est à peu près à 2/3 de relogement dans le privé. On regarde aussi quelles sont les aides financières qui sont possibles, donc les allocations de relogement. Ça peut être aussi des personnes qui achètent, donc on regarde un petit peu auprès du fonds du logement, quelles sont les possibilités de crédit hypothécaire. Donc après la première visite à domicile, le locataire se déplace en nos bureaux et alors l'assistante sociale le reçoit pour ce qu'on appelle l'étape du logement, qui existe aussi dans un certain nombre de communes et d'associations. Donc, l'étape du logement, c'est mettre à disposition du locataire un ordinateur, une ligne téléphonique, et puis le locataire entame lui-même et poursuit ses démarches de relogement par lui-même. Donc, il consulte ImoWeb, Vlan, il prend contact avec les personnes qui mettent des logements en location. Et donc, on essaie de viser l'autonomie du locataire autant que possible. On leur donne un peu des petits trucs pour apprendre à se présenter, pour apprendre à solliciter pour un logement. Et une fois que la personne est relogée, donc l'assistante sociale visite le nouveau logement. Il est possible donc de lui attribuer une allocation, une intervention dans le loyer ou une allocation de déménagement, ou les deux. Donc là, c'est ce qu'on appelle des allocations à charge du Fonds régional de solidarité. Donc c'est un système qui permet d'accorder une allocation de déménagement qui est sous la forme d'une prime unique et puis une intervention dans le loyer qui dure 3 ans. Donc, c'est des allocations mensuelles. Alors, ce système-là devrait disparaître dans l'année qui vient au profit d'une nouvelle allocation de relogement fusionnant toutes les aides au relogement existantes. Donc, les 5 titres de priorité pour un logement social dont j'en ai parlé, voilà, on les accorde aussi quand
quand c'est nécessaire. Et alors, donc depuis cette année-ci, donc nous disposons pas encore de 9 logements de transit, mais déjà de 5 logements de transit. Donc en fait, en 2021, grâce au plan d'urgence logement, la région a fait l'acquisition de 2 immeubles, donc je vais y revenir après, mais donc un à Anderlecht et un à Bruxelles-Ville, qui vont nous permettre d'avoir 9 logements de transit pour les cas d'urgence. Donc sur les 5 logements disponibles actuellement, il y en a 2 qui sont occupés, mais on vient de commencer. La première occupation a eu lieu au mois de mars, donc c'est tout récent. Alors, quelques conseils pratiques aux bailleurs avant de nous demander des attestations de contrôle de conformité, donc après une interdiction à la location, après que tous les travaux aient été faits, il faut absolument vérifier que tout a bien été fait et que tout est bien conforme avant de nous demander de repasser. Il est important aussi que les bailleurs relisent l'arrêté du 4 septembre 2003 où on trouve l'ensemble des exigences et qui vérifient les logements qu'ils mettent en location. Donc, toutes les normes doivent être respectées pour obtenir l'attestation de contrôle de conformité. Alors, si vous êtes bailleur et qu'une plainte a été déposée concernant un logement que vous mettez en location, donc vous serez averti de la visite des lieux par les inspecteurs. Votre présence n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est toujours utile pour nous, pour les inspecteurs, d'avoir un contact avec le bailleur au cas où il y a des documents à demander ou des informations à demander. Lorsqu'on édicte une mise en demeure ou lorsqu'en tout cas on envoie une liste des travaux, c'est important de prendre connaissance de cette liste et de savoir que cette liste se base sur un constat technique qui est réalisé par les inspecteurs et que ce n'est pas les dires du locataire qui sont utilisés pour constituer un rapport d'enquête. Les inspecteurs sont toujours à la disposition des bailleurs lorsqu'il y a des questions sur des problèmes techniques. Bon, alors évidemment, on ne va pas jusqu'à proposer des comparaisons de devis et ce genre de choses. Là, pour ça, il faut plus se diriger peut-être vers HomeGrade notamment. Mais en tout cas, expliquer une mise en demeure et une interdiction à la location, c'est le travail de l'inspecteur et des entretiens techniques qui peuvent être réalisés pour justement éclaircir les points qui posent problème. Et alors, s'il y a une audition qui est programmée, c'est très important que le bailleur se présente à l'audition parce que voilà, ça permet, il n'y a rien de mieux que le contact pour se rendre compte de la situation, pour exposer ses arguments. C'est l'occasion pour nous de demander des pièces. Et voilà, si un bailleur ne vient pas à l'audition, l'amende est d'office confirmée. S'il vient à l'audition, voilà, il y a toujours la chance que ça puisse mener à une diminution ou à une suppression de l'amende. Donc, c'est évidemment à saisir. La DIR n'intervient pas dans la relation contractuelle. Donc, pour ça, on renvoie systématiquement vers les juges de paix. Et alors, on conseille aussi au bailleur, au locataire, de contacter son bailleur au préalable pour lui faire part de ses griefs par rapport au logement, de lui adresser un rappel avant d'introduire une plainte chez nous. Disons qu'on voit régulièrement que ça fonctionne, le fait d'introduire une plainte chez nous fait bouger les choses et que ça permet à certains bailleurs de se rendre compte que là, ils doivent intervenir et qu'ils doivent faire des travaux, mais on se rend compte aussi qu'il y a des bailleurs qui ne sont pas au courant du fait que le locataire souhaite que certains points soient améliorés. Donc, voilà, avant de déposer plainte, en tout cas, avant de sortir l'artillerie lourde, c'est bien de contacter son bailleur avant. Alors, lorsqu'il y a une mise en demeure, il n'y a pas de point de priorité pour un logement social. Ça, c'est important que le locataire le sache. Et que ce n'est pas parce qu'il y a une interdiction à la location que nous allons procéder à un relogement. On n'a pas forcément ces solutions-là. Donc ce n'est pas parce qu'il y aura 5 types de priorités que le locataire va avoir un logement social, ce qui est pourtant une croyance assez répandue. Voilà, donc on a donc, je disais, depuis septembre, la possibilité d'introduire une plainte en ligne sur le site logement.brussels. On demande quand même toute une série d'informations et notamment voilà, de joindre toutes les pièces utiles, le contrat de bail, les preuves de paiement. C'est important de bien localiser le logement. Et donc ici actuellement, donc dans la présentation ici, on parle d'un délai de 6 à 8 semaines pour obtenir une visite. Donc pour le moment, on est plutôt de l'ordre de 10 à 12 semaines pour avoir une visite. Alors on peut aussi recevoir des plaintes
des communes, des CPAS, des associations qui sont agréées à IPL. Donc là, c'est important pour nous de motiver la plainte, de savoir pourquoi on y va, même si on va tout vérifier, mais bon, en tout cas, ça permet d'orienter les inspecteurs. On doit avoir les coordonnées du bailleur et du locataire, donc on contacte bien le bailleur, donc la personne qui a signé le contrat de bail, ou à défaut de contrat de bail, en tout cas la personne qui est dans une relation contractuelle avec le locataire. On doit avoir toutes les coordonnées des intervenants bailleurs et locataires. On doit savoir exactement quel logement on visite. Donc ça, dans des immeubles qui ont été assez fort divisés, c'est vraiment important de savoir par rapport, quand on regarde la façade de l'immeuble, la façade avant de l'immeuble depuis la rue, où est-ce qu'on se situe, à gauche, à droite, est-ce qu'il faut traverser une cour, est-ce qu'on est au rez-de-chaussée surélevé, en sous-sol, etc. Et alors, lorsque c'est un tiers qui dépose plainte, pour nous, c'est important qu'il y ait quand même une implication du locataire, qu'il soit au mieux d'accord avec le dépôt d'une plainte, en tout cas qu'il en soit informé, parce que ça garantit en tout cas le succès de la visite par la suite. Mais c'est absolument pas obligatoire. Voilà, donc ça c'était pour le grand chapitre de contrôle de conformité des logements. Maintenant, je vais être beaucoup plus succincte sur la lutte contre les discriminations dans l'accès à un logement. Et donc, c'est cette nouvelle compétence qu'on exerce comme activité. Voilà, ça représente une activité beaucoup plus réduite par rapport au contrôle de conformité. Donc, c'est une compétence qu'on a depuis le mois de septembre 2019. Alors, quelles sont les infractions qu'on poursuit? Donc, tout ceci est encore dans le code bruxellois du logement, mais on est beaucoup plus loin dans le code bruxellois du logement. On est dans les articles 192 et suivants. Donc, on poursuit tout type de discrimination directe, indirecte, les injonctions de discriminer, donc le fait qu'un propriétaire bailleur demande à une agence immobilière de discriminer ou demande à un locataire sortant de discriminer, ça c'est considéré comme une injonction de discriminer, c'est une infraction à part entière. Et on poursuit les faits de harcèlement. Jusqu'à présent, des faits de harcèlement, on n'en a pas eu. Alors, les infractions de discrimination au logement, elles doivent être fondées la discrimination doit être basée sur un critère protégé. Donc, qu'est-ce qu'on appelle critère protégé? C'est les critères qui se retrouvent à peu près dans toutes les discriminations, dans toutes les législations anti-discrimination. Donc, en matière de discrimination au logement, je me rends compte que j'ai oublié la principale. Donc, en matière de discrimination au logement, celle qui n'apparaît pas dans la liste, mais qui est la plus importante, c'est la discrimination basée sur la fortune. Donc, fortune n'est pas le terme plus adéquat, mais c'est le terme légal. Donc, c'est toutes les discriminations de candidats locataires sur base de motifs financiers. Donc, le fait d'exclure des personnes parce qu'elles sont au CPAS, parce qu'elles sont au chômage, c'est évidemment une discrimination que l'on peut poursuivre. Alors, ça ne veut pas dire, alors ça c'est, je pense que Réac là-dessus, on pourrait faire tout un webinaire. Donc, ça ne veut pas dire que devant des candidatures, un bailleur n'a pas le droit de choisir la candidature le locataire qui présente le plus de garanties de solvabilité. Évidemment, ça reste toujours le choix du bailleur de préférer un locataire plutôt qu'un autre sur base de critères financiers, mais ça peut aussi être parfois du feeling aussi. Mais en tout cas, il est strictement interdit de placer dans des petites annonces des critères discriminatoires et aussi de refuser a priori des candidatures parce qu'elles sont motivées par le fait que la personne ne gagne pas assez ou qu'elle est au CPAS ou qu'elle est au chômage. Alors, à côté du critère de fortune, donc il y a tout ce qu'on appelle les critères ethniques, donc liés à l'origine des personnes de façon générale. Donc là aussi, c'est un motif, après vous allez voir dans les dossiers qu'on traite, c'est aussi des plaintes assez courantes. Mais là, évidemment, la difficulté, c'est d'apporter la preuve que c'est bien ce motif-là, le motif que le locataire est d'origine étrangère,
ou d'une autre couleur de peau. Il faut voir si c'est vraiment ça qui a motivé le refus, parce que généralement, ce n'est pas exprimé comme ça en tout cas. Alors, la discrimination peut aussi être basée sur le sexe, sur l'âge, sur l'orientation sexuelle, sur l'état civil, la naissance, les convictions. Donc, les convictions, ça peut... Bon, quand on a des dossiers, c'est principalement les convictions religieuses, mais on a aussi eu un dossier avec les convictions politiques et syndicales. L'état de santé, le handicap. Le handicap arrive aussi comme un motif fréquent de discrimination. Là aussi, pour dire un mot sur les discriminations basées sur le handicap, ce qui nous semble important et qui est aussi la position qui est partagée par Ounia, c'est que c'est à un locataire d'apprécier s'il est dans un état de santé suffisant que pour accepter tel ou tel logement. Ce n'est pas au bailleur de dire que telle personne aura des difficultés à monter un escalier ou qu'elle ne pourra pas entretenir de façon suffisante le logement. Donc voilà, ça c'est aussi un motif fréquent. Et alors l'origine et la condition sociale qui sont des critères un peu plus flous. Et donc là, la législation devrait être adaptée. En tout cas, le Parlement aura bientôt le dossier entre les mains. Donc l'idée, c'est d'élargir, en tout cas dans la future législation, la liste des critères protégés pour notamment inclure le statut de séjour et puis élargir en tout cas tous les critères liés au genre notamment. Alors, quelques cas assez typiques de dossiers de discrimination au logement qu'on est amené à connaître. Il y a donc, je le disais, les refus de logement fondés sur un motif discriminatoire. Donc voilà, je ne veux pas vous louer le logement parce que vous êtes au CPS. Les petites annonces discriminatoires, donc là aussi, on a eu des dossiers dans lesquels voilà, on exige du candidat locataire qu'il fournisse des fiches de salaire. Donc, le fait de demander des fiches de salaire sous-entend que vous demandez quelqu'un qui travaille. Donc là, en soi, voilà, il vaut mieux utiliser un autre libellé. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le Code bruxellois du logement, donc l'article 200 ter, paragraphe 1er, il y a une liste limitative des données qu'un bailleur, enfin, en tout cas qu'une personne qui met un logement en location, peut demander à un candidat locataire. Donc, on peut demander que les documents et les informations qui sont reprises dans cette liste. Au-delà de ça, toute demande est excessive et toute demande peut mener à une procédure. Donc, par exemple, les fiches de salaire. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Les lettres de recommandation de l'ancien propriétaire, ça c'est aussi quelque chose qui est fréquemment demandé. Des lettres de motivation, ça c'est aussi interdit de demander. Donc, voilà, il faut vraiment que l'agent immobilier ou le bailleur s'en tienne à la liste qui est là. Ça n'arrive pas souvent, mais voilà. Alors, comment ça se passe une fois que nous sommes saisis d'une plainte ou d'un signalement? Donc, on peut être saisi de plainte ou de signalement via le formulaire en ligne sur le site logement.bruxelles ou via Ounia. Donc, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances peut aussi être saisi de dossiers et décider de nous les transmettre. Ou alors, nous pouvons aussi créer des dossiers d'initiative, un peu comme pour les problèmes de conformité du logement. On réalise un testing, donc ça, je reviendrai un petit peu après sur qu'est-ce qu'on entend par testing, mais on ne le fait pas dans tous les cas. Pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas nécessaire pour établir l'existence de l'infraction, et puis parfois, ce n'est pas pratiquement possible ou juridiquement possible. Si on arrive au constat qu'il y a une infraction qui a été commise, ou en tout cas qu'on a des indices sérieux que cette infraction a été commise, on procède à l'audition du bailleur ou de l'agent immobilier, on entend ses arguments, et puis la procédure prévoit que si on souhaite poursuivre, on envoie le dossier au procureur du roi, qui a un certain délai de 45 jours pour se saisir. S'il ne se saisit pas, le dossier revient chez nous. Et alors, on peut, mais on ne le fait pas dans tous les cas, imposer une amende administrative. Alors, les amendes sont particulièrement salées puisque ça commence à 125 € et ça va jusqu'à 6 200 € d'amende, majorée des décimes additionnelles. Donc, on multiplie par 8 ces montants. Donc, on atteint quasiment 50 000 € d'amende. Mais bon, pour le moment, on est resté
on est en phase de lancement, on va dire, donc on va rester avec des montants qui sont plutôt de 1000, 2000, voire 4000 euros après multiplication. Donc les testings, je le disais, ils peuvent être réalisés soit par la victime, donc ça arrive que des victimes viennent chez nous avec des enregistrements téléphoniques, par exemple, avec des testings qu'elles ont réalisés elles-mêmes. Ou alors nous pouvons faire des testings, mais dans ce cas-là, il faut réunir actuellement donc, 3 conditions, des indices sérieux de discrimination. Il ne faut pas évidemment qu'on provoque la discrimination, ça c'est une évidence. Et puis on ne peut faire ces testings que sur base de plainte ou de signalement. Ces conditions-là, elles sont justement en train d'évoluer dans la législation, enfin, si le Parlement, en tout cas, décide de suivre le gouvernement là-dessus. Et alors, on a 2 types de tests qui peuvent être réalisés. Soit on envoie 2 candidatures à un logement. On utilise, par exemple, un nom d'origine étrangère et un nom à consonance belge, des profils quasiment identiques, et on vérifie quelles sont les réponses qui sont fournies. Et si un refus est opposé à la personne d'origine étrangère, ça va nous amener à présumer qu'il y a bien discrimination et au bailleur ou à l'agent immobilier de renverser cette présomption après. On peut aussi utiliser la technique du client mystère, donc c'est utiliser une fausse identité ou se faire passer pour quelqu'un d'autre, que ce soit un locataire ou un bailleur, pour vérifier s'il y a bien discrimination. Alors ici, quelques statistiques sur les dossiers qu'on a été amenés à traiter. Donc, essentiellement, jusqu'à présent, on a surtout traité des dossiers qui nous ont été envoyés via une campagne de communication qui a été menée au printemps passé. Donc, un site internet avait été créé pour l'occasion, c'était le site alloeme.brussels, sur lequel les personnes pouvaient nous adresser des signalements. Donc ça a fourni donc, 80 dossiers sur la grosse centaine qu'on a traité jusqu'à présent. On traite aussi de plaintes qui peuvent nous parvenir par courrier, par email, par diverses sources ou via notre site logement.brussels. On traite aussi des plaintes qui peuvent venir d'UNIA ou bien d'autres services, ça arrive aussi. Et alors, en ce qui concerne les auteurs des faits, donc les auteurs présumés des faits, on s'adresse aussi bien aux bailleurs privés qu'aux agences immobilières. Là, maintenant, on est arrivé à une quasi-égalité entre ces 2 catégories. Et alors, il y a un pourcentage non négligeable de dossiers pour lesquels l'auteur présumé des faits n'a pas été déterminé. Alors, pourquoi? Parce que ça mérite un petit peu d'explication. Donc, je le disais, on a reçu 80 signalements via le site Alloeme. Alors, pour des raisons de RGPD sur lesquelles je ne vais pas rentrer en détail, le formulaire qui était sur le site Alloeme était très, très simple et ne présentait pas voilà, il fallait juste donner un nom, un prénom, une adresse mail et c'était tout. Et donc, en fait, malgré qu'on ait fait plusieurs rappels par mail, un certain nombre de ces signalements n'ont plus jamais donné de suite. Donc, les personnes ne nous ont pas répondu, malgré qu'on ait demandé davantage d'informations sur la situation qu'elles signalaient. Malgré qu'on ait demandé pourquoi, si ce n'est pas un signalement que vous voulez faire, mais pourquoi est-ce que vous nous avez envoyé un message? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair? Est-ce que vous voulez dire que vous avez été victime de discrimination de façon générale, mais sans pointer une situation particulière? Et on n'a pas eu de réponse. Donc, en fait, ça explique que dans 59 dossiers, on n'a pas pu savoir si c'était un agent immobilier ou un bailleur privé qui était l'auteur présumé des faits. Alors, donc ici, on voit la répartition des dossiers par critères protégés. Donc là, il faut savoir que il ne faut pas faire l'addition entre toutes les barres, si je peux dire. Donc, dans un dossier, il y a généralement plusieurs critères protégés qui sont concernés. Donc, ça peut être fortune et critères ethniques, handicap et âge, bon, voilà. Donc ici, on voit effectivement que les dossiers qui concernent la fortune, le critère CPS, chômeur, etc., arrivent largement en tête, suivi par les critères ethniques. Bon, il y a la nationalité qui est ici mise à part, mais donc là aussi, ça représente pas mal de dossiers. Et puis voilà, vous voyez, le handicap, je le voyais plus élevé que ça. Mais donc voilà, vous avez un petit peu la répartition par dossier.
Bon, évidemment, on n'a pas non plus un très gros échantillon, hein, donc c'est vrai qu'en dessous de 20 dossiers, voilà. Est-ce que c'est vraiment représentatif à long terme? Il faudra le voir au fur et à mesure des années. Voilà, ici, on a un peu le résumé des dossiers qu'on a traités jusqu'à maintenant. Enfin, voilà, on a dû s'arrêter. Donc, ici, je pense que ces données-ci, elles s'arrêtent. Ah oui, c'est ça, c'est les résultats 2021. Donc, une grosse centaine de dossiers traités en 2021, dont 60 qui ont dû malheureusement être classés sans suite. On a réalisé 25 auditions en 2021. On a infligé 13 amendes. Et nous-mêmes, nous avons réalisé 9 testings. Donc, ça reste assez peu. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est avec une nouvelle cellule de 3 personnes qui ont été recrutées au cours de l'année 2021, donc qui sont entrées en fonction au cours de l'année 2021 et qui doivent mettre en place toutes des procédures entièrement nouvelles, puisqu'en plus, la région bruxelloise est pionnière en la matière. Donc, maintenant, la Wallonie a l'air d'emboîter le pas, mais on part de zéro pour mettre en place des procédures à partir de quasiment rien, ou en tout cas de l'expérience qu'on avait en matière de conformité des logements. Alors, j'en termine maintenant avec le plan d'urgence logement et l'état d'avancement de ce plan d'urgence. Donc, dans la déclaration gouvernementale, il était prévu de tripler les moyens de la DIRL, et donc ça s'est traduit par une augmentation très forte des effectifs. Donc, je disais, pour le moment, on est 48. Il y a un an, donc jusqu'à fin février 2021, on était 34, donc plus 14 personnes en un an, c'est gigantesque. Et donc, après, la technique des ressources humaines est particulièrement compliquée dans le public. Mais, donc, on avait un cadre de 39 personnes. Ce cadre, il sera à terme, grâce au plan d'urgence logement, de 55 personnes. Et donc, voilà, vous voyez qu'il y a encore actuellement des inspecteurs qu'on est en train de recruter. C'est surtout du côté néerlandophone qu'on manque de candidats pour occuper des fonctions d'inspecteur. On recherche aussi désespérément un architecte néerlandophone. Je profite. Voilà. Donc, on a lancé 3 appels pour un architecte néerlandophone qui n'ont malheureusement pas donné lieu à une entrée en fonction. Donc, voilà. Et alors, à côté des cellules d'enquête et des cellules d'inspecteurs, à chaque fois qu'on renforce les cellules d'enquête, on doit renforcer aussi les autres cellules, puisque voilà, les inspecteurs ne font qu'une partie du travail, mais tout ce qui est suivi social, suivi financier, administratif, création de dossiers, accueil du public, suivi des auditions, des amendes, etc., ça fait tout un travail et tout des postes à renforcer. Alors, il y a 2 actions qui nous concernent, qui concernent la DIRL dans le plan d'urgence logement. C'est l'action 24 qui concerne la discrimination et l'action 25 qui concerne la lutte contre l'insalubrité au logement. En ce qui concerne la discrimination au logement, on est déjà assez bien avancé, puisque il fallait faire une évaluation de la législation, assurer les moyens humains et lancer une campagne de communication, ça a été fait. Il nous reste encore à modifier le code bruxellois du logement, mais donc ça, c'est largement en cours, puisque même la 3e lecture est passée au gouvernement, et donc maintenant, on attend encore la discussion en commission logement du Parlement, et puis le vote en plénière et l'entrée en vigueur. Mais donc, tout ça est assez bien avancé. Pour l'action 25, alors oui, vous vous demandez pourquoi il y a c'est le miracle des reconstitutions de PowerPoint. Voilà un slide en néerlandais. Donc, pour l'action 25, la lutte contre l'insalubrité, donc il fallait mettre en place dans le cadre du plan d'urgence, il était prévu de mettre en place des solutions de relogement temporaire. Donc ça, c'est les logements de transit, les 9 logements de transit dont j'ai parlé. Donc ça, c'est maintenant bien avancé. Et alors, donc voilà, il y a une stratégie avec les communes, ça c'est déjà en partie fait. Donc l'idée, c'est de renforcer les liens avec les communes. Ce qu'on essaie de faire, on rencontre une commune par mois, en plus de tous les contacts quotidiens qu'on peut avoir avec les services communaux. Mais en tout cas, on essaie d'entretenir notre réseau de contacts avec les communes et de faciliter l'échange d'informations et le suivi des interdictions à la location. Il y a le renforcement du personnel qui est évidemment en cours, ça j'en ai parlé.
Alors, le troisième point, donc, voilà, donc sans rentrer dans trop de détails non plus, donc, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai problème avec les logements interdits à la location, c'est que des locataires s'y réinscrivent au registre de la population en totale illégalité, mais que même les locataires, en fait, ils sont bien contents de trouver ne serait-ce qu'un logement interdit à la location. Et donc, en vue d'assurer quand même le suivi de ces interdictions à la location, on a suggéré que soit inséré dans le plan d'urgence logement la possibilité de créer une alerte informatisée automatique lorsqu'une personne se réinscrit au registre de la population, lorsqu'il y a une interdiction. Voilà, en pratique, c'est plus compliqué à mettre en place. Je pense que l'idée était vraiment très belle sur papier, mais voilà, on n'a pas encore trouvé la formule magique, donc on travaille avec la coordination team du plan d'urgence logement, dont vous avez rencontré les représentants lors du dernier webinaire, pour essayer de voir quelle est la solution pratique à mettre en place. On a aussi l'intention de revoir les normes, enfin c'est prévu par le plan d'urgence logement qu'on revoie les normes techniques, donc qu'on les upgrade un peu au niveau de 2022. Donc ça, on a évidemment toute une série de propositions là-dedans. Et alors, est également prévu que soit mis en place un mécanisme de certification volontaire. Donc l'idée, c'est qu'un bailleur qui voudrait se rassurer sur l'état de son bien puisse nous demander une visite et un certificat si c'est bien conforme aux normes. Voilà, je ne peux pas revenir, mais ça, c'est voilà, les autres réalisations 2020 et 2021. Oui, je vais quand même dire un mot vite fait. Donc, on est évidemment passé à la digitalisation totale, comme beaucoup de services publics. On a créé un numéro de téléphone unique, un numéro vert pour tout Bruxelles Logement auquel on participe maintenant. On a augmenté nos permanences téléphoniques, donc on est joignable maintenant tous les matins. On a déménagé donc vers la nouvelle tour qu'occupe le service public régional, l'Invest Tower, à la place Saint-Lazare. On a réécrit tous nos courriers en langage clair. Bon, il y a encore un peu des adaptations à faire, mais en tout cas, il y a un gros travail qui a été fait dans ce cadre-là. Bon, on a dû s'adapter au Covid. Et alors, on réorganise les cellules d'enquête, puisque plus il y a d'inspecteurs, plus il faut réorganiser. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait certaines fonctions à renforcer plus que d'autres. Et donc, comme je le disais, l'ambition, c'est d'avoir une vraie cellule recherche qui se concentre sur la question d'insalubrité grave et les visites d'initiative. On poursuit nos rencontres avec, l'objectif c'est 10 communes par an, enfin une commune par mois. On réalise aussi toute une série de formations à destination de publics variés. Donc ça aussi, il ne faut pas hésiter, si vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour demander qu'on organise une petite formation d'une demi-journée. Maintenant, on l'a fait pour des agents de quartier. On commence à s'ouvrir au privé aussi, à des gestionnaires privés de logement, pour expliquer quelles sont les normes, qu'est-ce qu'il y a à respecter, etc. Voilà, on a aussi fait un travail sur la prévention incendie pour renforcer les normes. Et alors, du côté de la cellule antidiscrimination, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et puis, voilà, il y a eu aussi dans la presse quelques retombées lors de l'année 2021. Voilà, ici vous avez quelques images de nos logements de transit. Donc ça, c'est l'immeuble qui est situé rue Camusel à Bruxelles-Ville, dans le Pentagone, qui n'est pas encore disponible, mais qui le sera, qui devrait l'être, si pas cette année-ci, en tout cas l'année prochaine. Et alors, donc, on a donc un autre immeuble qui est situé rue des Tournesols à Anderlecht, qui est composé de 5 logements et dont 2 sont déjà occupés. L'idée, c'est d'avoir pas des contrats de bail, mais des contrats d'occupation temporaire de maximum 18 mois. Ces logements de transit, ils sont réservés donc, aux locataires dont le logement a été interdit à la location. Donc, je sais bien que c'est la pénurie des logements de transit et que tout le monde en veut. Donc, nous, on en a quelques-uns pour des centaines de cas. Donc, voilà, malheureusement, on est obligé de les garder pour nous. Et alors, on apprécie en fonction de la dangerosité du logement, surtout à qui ces logements sont attribués. Et évidemment, on privilégie les familles, par exemple, dont on a dû couper l'alimentation en gaz du logement. Voilà. Et alors, je termine avec nos coordonnées. Finalement, j'aurais quand même pris le temps à partir. Donc, voilà, je termine avec nos coordonnées, notre site internet, nos adresses mail.
Et donc, voilà, pour contacter la permanence téléphonique, c'est tous les matins, le 0800 40 400, et vous tapez le 3, et ce sera la DIR. Voilà. Merci, Sophie. Voilà, j'arrête le partage ou je... Oui. Oui, si possible, comme ça, comme ça, on voit les têtes de tout le monde. Alors, on n'a pas fini de vous faire travailler, hein, Sophie, parce qu'il y a toute une série de questions, je pense, qui ont été posées dans le chat. Et donc, ce que je suggère, c'est de passer l'ensemble de ces questions en revue. Et puis, si la personne qui l'a posée veut intervenir, surtout qu'elle n'hésite pas. Alors, je pense que les questions tournent surtout autour du premier sujet, hein, concernant l'inspection. Alors, je vais les prendre. Voilà. Je vois la responsabilité du Voilà. propriétaire. Oui. Alors, en ce qui concerne la responsabilité du propriétaire, quand le locataire enlève le détecteur de fumée, d'une part, et c'était Adnef qui posait la question, et quand on remarque donc de l'humidité, ou plutôt de la condensation, justement, est-ce que l'agent fait une remarque au locataire? Okay. Alors, sur le détecteur de fumée, ce qui est pratique, c'est que généralement, le socket reste attaché au plafond. Enfin, le socket, oui, on peut parler de socket. Enfin, oui, il y a un autre terme plus technique, mais malheureusement, je ne suis pas inspectrice, donc le terme ne me revient pas tout de suite. Et donc, soit on constate qu'il reste effectivement la base du détecteur de fumée au plafond et que c'est probablement le locataire qui l'a enlevé. Nous, on le signale dans le rapport. Maintenant, c'est vrai qu'on imagine mal si le propriétaire a gardé la preuve qu'il a installé le détecteur de fumée, on ne va pas lui infliger une amende pour ça. Donc, ce qui est important, c'est dans ce cadre-là de conserver des pièces, enfin, de prendre une photo quand vous installez un détecteur de fumée, vous prenez l'habitude de faire une photo et de la garder. Et comme ça, vous avez des preuves par la suite. Il y a des locataires qui refusent l'accès à leur logement, mais dans la mesure du possible, c'est mieux que le propriétaire bailleur installe le détecteur de fumée lui-même plutôt que de le donner en main propre au locataire. Il a en tout cas plus de chances que ce soit installé. Mais donc voilà, de préférence, il vaut mieux essayer pour le propriétaire de se garder des preuves qu'il l'a bien installé, quoi. Nous, en tout cas, s'il est manquant, on va devoir faire la remarque. Alors, pour l'humidité de condensation, pendant la visite, les inspecteurs évitent de parler parce qu'à chaque mot, il va y avoir une interprétation, il va y avoir une discussion, et puis il va y avoir un argumentaire entre le bailleur et le locataire qui finalement risque de se taper dessus. Donc, parfois, ils ont déjà envie de se taper dessus avant même qu'on ouvre la bouche. Donc l'idée, c'est de parler le moins possible pendant une visite, sauf s'il n'y a que le locataire qui est là et que le bailleur ne s'est pas présenté. Alors là, dans ce cas-là, on peut se permettre de faire la remarque au locataire. Maintenant, l'humidité de condensation, et ça, je pense que tout le secteur associatif et Home-Grade va probablement aller dans le même sens que moi. C'est très difficile de faire comprendre au locataire que son mode d'utilisation du logement peut nuire à sa propre santé et à la santé de sa famille. Et donc, on le fait d'office comme remarque dans les décisions. On le fait si possible comme remarque en visite, mais on ne le fait que si le locataire est seul et c'est pas sûr qu'il nous écoute et qu'il nous comprenne. Mais on essaie de faire preuve de pédagogie. Oui, et c'était la question d'ailleurs de Mélanie Ferrari juste après. Elle expliquait, donc je pense que c'est le foyer Lacenois, hein, c'est ça. Elle expliquait qu'effectivement, ils sont souvent confrontés à ces problèmes de condensation. Et donc, qu'est-ce qu'il en est finalement de la responsabilité du locataire là-dedans, et est-ce que l'inspecteur a un rôle à jouer? Mais voilà, la réponse a été donnée. Et puis, je pense qu'aussi, c'est important aussi que le bailleur prenne conscience de la gravité du problème, parce que finalement, à terme, cette condensation, elle dégrade son bien aussi. Et donc, voilà, un bailleur qui a notre constat avec la remarque sur la condensation, c'est peut-être bien qu'il interpelle son locataire et à la limite qu'il entame, qu'il entame des procédures pour qu'on remédie à ce problème-là. Mais voilà, ça peut en tout cas se régler en justice de paix par la suite. Alors, donc, le renforcement de la DIR, Oui. Donc maintenant, quasiment toutes les procédures sont lancées. La difficulté, c'est les budgets, il n'y a pas spécialement de problème de budget à ce stade.
le problème, c'est que tout prend du temps et le problème, c'est de trouver les candidats et de trouver les bons profils. Et surtout, enfin voilà, côté néerlandophone, je l'ai dit, c'est vraiment très difficile de trouver des candidats, mais ça, c'est assez généralisé pour la fonction publique bruxelloise. Et puis, c'est vrai que pour les inspecteurs, on essaie de, voilà, comme on augmente un peu le niveau d'exigence vis-à-vis d'eux, ben, on essaie d'avoir des profils plus spécialisés, des diplômes techniques, et donc forcément, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais voilà, on y gagne en qualité. Mais voilà, a priori, tout suit son cours, c'est juste que c'est lent. Et engager dans la fonction publique, c'est lent. Voilà. Alors, oui. Alors, moi, j'avais posé la question évidemment des solutions de relogement. Après, vous en avez parlé dans l'exposé. On a parlé des logements de transit notamment. Donc, la réponse à la question est venue par la suite. Alors, il y avait une question de Gilles Van der Gins. Est-ce que vous pouvez expliciter l'accompagnement? Oui, ça aussi, finalement, ça a été exposé par la suite, hein, l'accompagnement dans les pistes de relogement. Il y avait peut-être préciser ce que vous entendiez par les titres de priorité pour le logement social. Ouais, alors, bon, j'espère que je ne vais pas dire des contre-vérités, la SLRB est là, mais donc, elle pourrait expliquer ça mieux que moi. Mais donc, le principe de l'attribution des logements sociaux, c'est que cela se fait par titre de priorité par point, on dit par point. Donc, suivant X critères, il y a des points qui viennent se rajouter à un quota. Et alors, les logements sociaux sont en principe attribués aux personnes qui ont le plus de titres de priorité. Et donc, actuellement, lorsqu'il y a une interdiction à la location, la personne a droit à 5 titres de priorité. Donc, si elle était à 22, elle passe à 27. Et c'est ce qui peut lui permettre de passer devant d'autres personnes et d'avoir une attribution plus rapide. Mais c'est vrai qu'on voit qu'en pratique, c'est pas. Enfin, voilà, les listes d'attente sont tellement longues. Ça, mais donc, elle gagne 5 points de priorité une fois qu'il y a l'interdiction de logement. OK. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'un propriétaire peut, lui, porter plainte contre le locataire qui dégrade son logement? Mais donc là, c'est la justice de paix qui doit intervenir. Donc, et c'est vrai que ça arrive que notre rapport d'enquête serve plus à un bailleur qu'à un locataire. Malheureusement, ça peut arriver. Donc là, il faut s'adresser à la justice de paix. Et nous, ce qu'on conseille systématiquement en audition, c'est de faire des états des lieux, parce que quand on voit le nombre de logements qui sont mis en location sans état des lieux, c'est une catastrophe. Et pourtant, c'est un élément essentiel. Donc voilà, s'il y a un conseil à donner aux bailleurs, c'est de faire des états des lieux, en tout cas, d'entrée. OK. Alors, il y a Maud qui demandait si c'est la commune qui dépose plainte, est-ce que la DIR fait systématiquement un retour sur le suivi qui a été réservé au dossier? Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, dans tous les cas, il y a un retour, vers la commune. Seulement, d'ailleurs, ça se fait dans tous les cas. Hein. Donc, même des plaintes de locataires, toutes les décisions d'interdiction à la location de logements conformes, toutes les décisions de délivrance, de refus d'attestation de contrôle, tout est envoyé aux communes. Après, parfois, voilà, les administrations communales sont tellement grandes que parfois ça se perd un peu, mais on n'est jamais contre faire des envois de copies par mail. Donc voilà, non, les communes sont averties en tout cas. OK. Alors, la question suivante, c'était est-ce qu'il y a un pendant de la DIR en Wallonie et qui contacter en cas de problème de salubrité dans cette région? Ce qui est différent en Wallonie, et d'ailleurs en Flandre, c'est la même chose, c'est qu'eux ont un système à 2 niveaux. Donc, le Code du logement prévoit des interventions à la fois de la commune et de la région wallonne. Et donc, bon, je ne suis pas une grande spécialiste, mais dans un premier temps, en tout cas, je pense que c'est auprès de la commune qu'il faut s'adresser pour obtenir la visite d'un contrôleur. Mais voilà, j'imagine que sur le site du SPW, du service public de Wallonie, il doit y avoir l'ensemble des informations sur qui contacter, mais voilà, moi je dirais qu'en première instance, en tout cas, c'est plus la commune. Alors moi, j'avais une question concernant la collaboration avec les communes, justement. Je sais que certaines communes comme Anderlecht ou comme Scarbeck ont des dispositifs de lutte contre l'insalubrité, notamment Dignity, Lilo, etc. Et donc, est-ce qu'il y a des collaborations qui sont prévues justement pour permettre d'augmenter l'impact de la DIRL? Oui, donc en effet, donc on participe à
toutes les plateformes techniques qui existent. Donc, il y a il y a Dignity Underlight, mais qui est encore, oui, qui est en phase de lancement pour le moment. ILO, Ascarbeck, là, oui, ça, c'est des grands amis. Donc, on collabore vraiment quotidiennement. Ils nous envoient régulièrement des dossiers dès qu'il y a une remise en location. Et alors, avec Bruxelles-Ville, là, ça s'appelle les comités techniques. Et donc, là aussi, on participe à toutes les réunions et il y a des contacts quotidiens. C'est plus la cellule recherche maintenant qui reprend tous ces contacts avec les communes, mais on participe à toutes les plateformes. Ouais. Et même, on essaie de pousser même les communes qui n'ont pas encore de plateforme à le faire. En tout cas, quand c'est des communes d'une certaine taille avec un certain niveau de problématique, on essaie de leur dire un peu comment font les autres et voilà, que ça pourrait être bien de prendre le train aussi. Ok. Alors, on en revient, je pense, avec les problèmes de condensation. C'était le foyer de la Quenoy de nouveau qui posait la question, parce que donc il arrive apparemment que lorsqu'un locataire introduit une plainte, que justement la responsabilité des parties ne soit pas clairement indiquée, notamment dans le cadre de la condensation. Et donc la plainte prévoit une mise en demeure, si je comprends bien, qui est faite au propriétaire, alors qu'on parle de condensation qui est de la responsabilité des locataires, ce qui oblige donc le propriétaire à se retourner vers le locataire. Et donc la question, c'est pensez-vous... Attendez, j'ai du mal à le lire. Hop. Oui, comment faire pour obtenir l'accord finalement du locataire pour que lui paye les frais? C'est ça la question du foyer la Quenoy. Ouais. Donc, alors, d'abord, oui, la première partie, c'est la responsabilité des parties n'est pas clairement indiquée. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours quelle est la part de l'un et la part de l'autre. Parce que dans l'humidité de condensation, donc le code prévoit que lorsque l'humidité de condensation est due à la conformation du bâtiment, elle peut être mise à charge du bailleur. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire avec ça? Enfin, je veux dire, des points froids dans un logement, il y en a toujours un petit peu ou parfois beaucoup. Donc on peut avoir des locataires qui, avec des pompes thermiques, vont arriver à très bien gérer l'humidité, la production d'eau et il n'y aura jamais de moisissure. Et puis des locataires avec qui ça va être la catastrophe en un mois. Donc, voilà, c'est vrai que dans certains rapports, on ne sait pas faire la part des choses entre la responsabilité de l'un et de l'autre et qu'on est obligé parfois d'avoir des formulations un peu ambiguës parce que voilà, après, à un moment, c'est aussi au juge de paix de trancher. Donc, ce qu'on demande aussi, c'est en tout cas, il y a certains cas où on ne peut pas ne pas demander au bailleur de faire quelque chose parce qu'on a atteint un tel niveau de contamination fongique que le bailleur ne pourrait pas dire qu'il ne fait rien. Ça a atteint en tout cas un niveau de travaux qui fait qu'il n'y a que le bailleur qui peut intervenir. Et alors, oui, c'est vrai que le problème, c'est qu'après, il faut pouvoir se retourner contre le locataire et que là, c'est tout un débat qui s'engage avec des experts pour savoir quelle est la responsabilité de l'un et la responsabilité de l'autre. Mais aussi, par exemple, dans une tour de logements sociaux, les bailleurs sociaux peuvent voir le niveau d'entretien d'un logement et comparer avec des logements identiques à un étage plus haut ou un étage plus bas pour se rendre compte de est-ce que c'est normal qu'il y ait une telle humidité de condensation qui soit de telle contamination fongique que nous, on ne va pas forcément pouvoir le faire. Nous, on voit un logement, mais on ne peut pas faire la comparaison avec les autres. Donc voilà, c'est une question compliquée, mais même pour nous, c'est compliqué parce que voilà, il faut savoir traiter de façon identique tous les dossiers. Sinon, il n'y a aucun dossier qui est identique à un autre. Donc voilà, on essaie d'être au plus juste en s'adaptant aux circonstances et en mettant à charge de la personne qui, d'après nous, est la plus en cause. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Je crois que le foyer la Quenoy, pour le foyer la Quenoy, la question est sensible, donc n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole peut-être sur ce point et lancer l'une ou l'autre piste. Je vous en prie. Et je vois qu'aussi Adnef a levé la main et elle cible les mêmes difficultés. Oui, donc c'est Anne Denef.
Ah voilà, Anne Denef, voilà. Je travaille pour l'agence immobilière sociale Logement pour tous. Oui. Voilà, Bonjour Anne, oui. Bonjour. On a eu une plainte l'année dernière donc dans un logement en copropriété à Gansoren. Et effectivement, au niveau de la condensation, dans le premier rapport qu'on a eu, la responsabilité du locataire n'était absolument pas mise en évidence. Bon, ici, donc, il y a des travaux qui vont devoir être effectués au niveau de l'isolation, y compris de la toiture. Ça, c'est aussi un complément à ma question. C'est une copropriété. Donc, l'AIS, elle n'a pas de responsabilité là-dedans, si ce n'est que de transmettre l'information au propriétaire. Et là, c'est la copropriété qui prend des décisions parce que ce sont des sommes, évidemment, qui sont à charge de tous les propriétaires quand il s'agit d'isoler une façade ou une toiture, par exemple. Oui. Et donc, sur cette question de la copropriété, donc ça, c'est aussi une grande difficulté. Finalement, on n'a pas épargné les grands sujets. Donc, en matière de copropriété, le problème, c'est que nous, on ne peut mettre en demeure que le bailleur. Et le bailleur, c'est, en l'occurrence, c'est l'AIS. Donc, après, c'est à vous d'interpeller le syndic ou la copropriété pour que les travaux nécessaires soient faits. La seule possibilité que nous, on a, c'est si vous introduisez une demande de prolongation de délai de mise en demeure et que vous estimez qu'en 12 mois, ce n'est pas suffisant pour vous, vous avez interpellé le syndic, que vous avez interpellé la copropriété et que ce sont eux qui ne réagissent pas, là, vous pouvez introduire une demande de prolongation de délai, nous apporter les pièces justifiant cela. Et alors là, on peut vous accorder un délai supplémentaire, mais bon, après examen des pièces, je ne m'engage pas pour les dossiers. Oui. Mais, il y a un délai dans lequel on peut introduire une demande de délai? Oui, donc c'est au maximum 1 mois avant l'échéance du délai. Je ne dis pas de bêtises, mais je pense bien que c'est ça. Oui, moi. Donc voilà, mais bon, il ne faut pas le faire après 3 mois, mais il ne faut pas attendre la dernière minute non plus. D'accord. Et alors, moi, j'ai encore une autre question qui n'a plus rien à voir avec la condensation. Donc, quand on fait des mises en location, donc on prévoit normalement d'aller faire une visite du candidat dans son logement. Et moi, il m'est arrivé par 2 fois de voir des logements qui, sans avoir de formation ni quoi ni qu'est-ce, quand on a une cuisine qui donne sur un garage de réparation automobile, dont la fenêtre, ou des chambres qui sont en cave où il n'y a pas assez d'éclairement, est-ce que nous, en tant qu'AIS, on pourrait faire un signalement à la DIRL? Oui, de toute façon, faire un signalement, ça coûte rien, il n'y a pas de problème. Enfin, vous utilisez l'adresse mail qui est signalée à la fin des slides et vous pouvez nous signaler toute situation. Et en tant qu'opérateur immobilier public, là encore, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais vous faites partie des acteurs habilités à porter plainte. Maintenant, c'est vrai que des AIS, c'est assez rare, mais oui, bien sûr, vous pouvez nous signaler les faits. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois que c'était, en tout cas dans le chat, donc la dernière question concernait justement ces problèmes de condensation. Je ne vois pas d'autres questions sur un autre sujet. Donc, si quelqu'un souhaite intervenir ou poser encore une question à Sophie Grégoire, qui n'hésite pas. Alors, voilà, mais je ne vois pas de main se lever. Ok, ben donc s'il n'y a pas d'autres questions, ben alors je vais tous vous... Ah oui, je vois qu'il y a une main qui se lève. Voilà, c'est Maud qui lève la main. Oui. Voilà, j'apparais. Donc, je pensais avoir écrit ma question dans le chat. Donc, je me demandais quand une commune fait un dépôt de plainte auprès de la DIRL, quel est le suivi, enfin, comment dire, plutôt, de quelle manière se concrétise le retour, le suivi qui est accordé à la plainte par la DIRL et les suites qui en résultent. Donc, finalement, je questionne la communication entre le pouvoir local et la DIRL. Et donc, oui, on avait répondu, on fait donc toutes les décisions sont dressées. Pas entendu. Oui, mais je pense que vous avez été déconnecté à ce moment-là. Ah, vous êtes revenu après. Oui, effectivement. Voilà, et j'ai vu. Oui. Oui. Désolée.
Donc, toutes les décisions sont envoyées à la commune par courrier au bourgmestre. Donc, après, voilà, comment c'est dispatché dans les services. Donc, je sais bien qu'il y a certaines communes qui nous demandent de l'envoyer en particulier à tel service parce que ça se perd. Donc, ça, on le fait. On fait parfois des envois doubles, des envois par mail pour être sûr que ça arrive au bon service dans la commune. Et donc, les communes reçoivent toutes les décisions qui sont prises. Même pas forcément quand elles sont plaignantes, hein, je veux dire dans tous les cas, les interdictions, les mises en demeure, les logements conformes, tout. Donc, le chemin classique, c'est l'info donnée au bourgmestre. Et puis, si on le souhaite, on peut s'adresser à vous pour vous demander qu'un service en particulier soit associé à la communication. C'est bien ça? Ça peut se faire. Okay. Merci, désolée. Hein. Pas de problème. Voilà. Du coup, y a-t-il d'autres questions où tout est clair? Je vois qu'il y a quand même déjà quelques personnes qui ont dû nous quitter, mais qui, en tout cas, remerciaient Sophie Grégoire pour sa présentation intéressante avec de nombreux éléments pertinents. Voilà, donc si vous n'avez plus d'autres questions, je vais vous libérer. Vous remercier encore Sophie Grégoire d'être venue parmi nous ce midi pour nous présenter son travail. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Alors, je vous informe juste avant de partir que le prochain webinaire sera avec un collègue de Sophie Grégoire. C'est en tout cas donc la cellule qui s'occupe des logements inoccupés, donc qui était aussi logée à Bruxelles Logement, qui viendra nous présenter leur travail, leur mission, etc. Mais donc, on vous envoie rapidement une invitation avec plus de détails sur le contenu de ce webinaire. Voilà, et sinon, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Je vous remercie encore pour votre présence et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci à tous, au revoir. Merci beaucoup.